Si vous êtes amateur de cinéma, Passionné de théâtre, attiré par la littérature, séduit par la musique et la danse, enchanté par les arts visuels, un seul rendez-vous pour vous. au cœur de l'art. Au cœur de l'art, c'est toute l'actualité culturelle qui vous est servie. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au cœur de l'art sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Nous nous intéressons aujourd'hui au roman de l'auteur Riyad Hadir, Pupi. Riyad Hadir, un jeune auteur qui a déjà participé au concours Mohamed Dib. Monsieur Riyad Hadir, bonjour et merci d'avoir voulu répondre à nos questions. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Donc, vous faites actuellement la promotion de votre roman Pupi, Oui. paru chez les éditions ANEP, un livre qui dépeint différents sujets et qui interpelle et pousse à la réflexion. Un roman de 211 pages et dont l'histoire est étalée sur 12 chapitres. Tout d'abord, parlez-nous un peu de ce roman et de ce qui vous a poussé à l'écriture, à vous lancer dans cette aventure, puisque c'est une aventure, c'est une passion, Oui. c'est un don. Bon, alors c'est une question qui est un peu vaste. Hein. C'est deux questions en une. En fait, pour l'écriture, je pense que ça découle d'un besoin d'expression qu'on a tous. On cherche tous à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Moi, personnellement, j'écris tout seul dans mon coin depuis longtemps, depuis que je suis adolescent, pratiquement. Mais bon, c'est vrai qu'il faut à partir d'un moment décider de sauter le pas. Moi, j'ai été encouragé par une amie en particulier. Et voilà, il se trouve que j'ai participé à un concours. Je me suis retrouvé finaliste. Et j'ai fini par publier Pupi. Et j'ai d'assez bons échos de certains lecteurs, de certaines personnes du milieu. Et voilà, je suis très 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 fier de ce que c'est devenu. On va se focaliser sur l'appellation de ce roman. Oui, Pupi. Durant la lecture, on va se rendre compte que Pupi peut prendre différents sens. Tout d'abord, le sens le plus frontal, le plus frappant, c'est le fait que le personnage principal, Mahdi, se retrouve orphelin au début du livre et il va être embrigadé dans une espèce de programme qu'on appelle Pupi pour la paix. Il faut souligner que le roman se situe dans un futur plus ou moins proche, après un conflit global qui a frappé le monde. Et donc, la configuration du monde est différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et on est en quel... c'est, on va dire, grosso modo, une centaine d'années dans le futur. Le conflit, la reconstruction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Occident est uni. Le Maghreb tel qu'on le connaît est uni. Les pays du Golfe islamisés sont unis. L'Asie est unie. Il y a des blocs comme ça dans le monde qui... c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre les pays. Il y a aussi l'Afrique. Il lui arrive une petite chose que je ne vais pas dévoiler parce que ça va peut-être un peu gâcher l'intrigue. Donc Mahdi se retrouve en Union occidentale. Il va être embrigadé dans ce programme-là, Pupi pour la paix, qui est un programme d'entraînement de mercenaires très violent. Il va être sauvé in extremis par des petites magouilles politiques européennes qui vont l'envoyer chez sa famille étendue ici au Maghreb. Donc ce qui va lui arriver, c'est le choc culturel auquel il va être confronté au Maghreb. Un choc social, un choc... il va se retrouver face à des situations qu'il n'a jamais vues. Et donc voilà, Pupi, c'est un peu ça. Et aussi, il y a d'autres... Comme c'est un roman qui... le thème central du roman parle de la foi.
de toutes les foi possibles, hein, pas uniquement celles religieuses. On peut avoir des foi nationalistes, on peut avoir des foi patriotiques, des fois, voilà. Pupi, en fait, vous savez, quand on est exalté, on a les pupilles qui se dilatent. On a les... Oui, mais non, mais c'est vrai. Et voilà, tout le long du roman, vous allez retrouver des évocations aux yeux, à la pupille, à la... par exemple, quand certains personnages meurent aussi, la pupille se dilate, là. Ça m'a paru tout naturel à la fin de l'écriture de lui donner ce titre, parce que c'est un titre que j'ai pas titré le roman avant d'avoir fini l'écriture, quoi. Et aussi, il y a une petite homophonie que je trouve très drôle. C'est durant la Renaissance, il y avait des espèces de spectacles de marionnettes qui ont été récupérés par l'Église en Italie, et qui s'appelait l'Opéra des Pupilles. PUPI. Donc il y a une recherche. Bien sûr, oui, non, mais j'ai pas. J'ai pas. L'appellation du roman. Il y a une recherche profonde. Bien sûr, j'ai pas écrit ça à l'arrache. Il y a vraiment il y a vraiment un souci du détail. Vous voyez, j'ai pas. Et donc, ce qui va, voilà, je disais, opéra des pupilles à la Renaissance. Et c'était une espèce de spectacle de marionnettes, comment dire, subventionné par l'Église, où on parlait que des histoires bibliques, que des récits de croisades, et bien sûr dans les auberges, dans les places de village, les populations ont récupéré ce principe-là, mais pour faire des spectacles à eux, des petites satires, des petits trucs comiques, des petites parodies. Et j'ai trouvé cette homophonie très drôle parce que dans le livre, il y a un peu cet aspect-là, surtout en Union occidentale, l'espèce de mainmise médiatique là, et les parodies satiriques qui en découlent. Donc oui, en fait, plus on avance dans la lecture, plus le titre fait sens. J'aurais pas pu imaginer un autre titre, et vraiment c'était très agréable pour moi que l'édition comprenne ça et ne me propose pas un autre titre, parce que ça arrive souvent chez les éditeurs que l'éditeur propose un autre titre plus parlant, plus vendeur. Plus attrayant. Voilà, là c'est... non, il est attrayant, qu'est-ce qu'il y a Et voilà. Voilà, c'est ça qui est important, c'est-à-dire vous voyez ça, tiens, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est que ça C'est toujours mieux que les aventures de Maddy. Ouais, c'est un titre comme ça, c'est très rébarbatif. Voilà. Donc, dans cet ouvrage, vous anticipez, donc vous avez parlé du nouveau Maghreb et puis de l'Occident, de l'Union occidentale. Vous faites un petit peu la comparaison entre ces deux mondes avec trois personnages. Donc, Mahdi, Hiba et Sahnoun. Sahwan. Voilà. En fait, Sahwan, ce qui est intéressant avec Sahwan, c'est que, comme c'est un livre écrit en français, vous savez, le jour où il va être traduit en arabe, il va y avoir un petit détail de son prénom qui va être perdu. On va devoir choisir Sahwan ou Sahwan. En français, ça s'écrit de la même façon, avec un H. Voilà. Et on peut l'interpréter de deux manières. Sahwan, ça veut dire éveillé, littéralement, en arabe, et Sahwan, ça veut dire distrait. Parce qu'en fait, c'est un type qui est très carré. C'est quelqu'un de très chevaleresque, de très croyant d'ailleurs, hein, très héroïque, mais en même temps, il est complètement... c'est-à-dire qu'il avance avec des œillères dans la vie. Il est complètement distrait par rapport à certains aspects de la vie, il les voit pas. Donc même en ce qui concerne les noms des personnages, c'était... je les ai pas nommés au hasard comme ça parce que les noms sonnaient bien. Il y a vraiment un souci du détail, un souci de caractérisation en ce qui concerne les noms des personnages. Et vous parliez tout à l'heure du choc entre les deux blocs, la différence que Mahdi a vue. En fait, à son arrivée ici, tout est différent. La culture est différente, la langue est différente. Il y a peut-être un peu plus de chaleur par rapport à là où il vivait avant, de chaleur humaine, je parle pas uniquement. Et en fait, il va se rendre compte très vite que même si sur la forme tout est différent et tout est vraiment à l'opposé, sur le fond, l'humain n'est pas si différent que ça, suivant le pays d'où il est originaire. Par exemple, en Union occidentale, ils ont des foi. Ils croient en certaines choses. Voilà, et bien sûr, ils croient en certaines choses.
qui vont les amener, par exemple, vous savez, quand on croit à quelque chose, il y a toujours le danger de dépasser les limites et de fanatiser sa croyance et tout. Les foi sont différentes, les croyances sont différentes, mais le danger de virer au fanatisme est toujours là. Et quand on vire au fanatisme, évidemment, voilà, la foi est dévoyée, parce qu'en fait, toutes les fois sur le papier, toutes les croyances, elles sont attrayantes sur le papier. On va pas aller, on va pas parler d'une foi ou d'une croyance, même patriotique. Ça va toujours être attrayant, ça va toujours parler à une certaine fibre, à un certain instinct qu'on a en nous. Mais après, toutefois, c'est-à-dire que c'est l'humain qui va venir la dévoyer, qui va venir la détourner de son but premier. Et quand il constate ça, Mahdi, il est un peu, c'est-à-dire qu'il est un peu pas surpris, non, il est un peu, il est un peu déçu, on va dire, il est un peu désappointé par tout ça. Il choisit une troisième voie. Il va se dire bon, un retour en Union occidentale, c'est pas possible, et vivre ici, c'est pas possible. Je vais peut-être tenter autre chose. Une solution qui est là, que tout le monde voit, mais que tout le monde ignore, parce que même de nos jours, je vais pas dire ce que c'est, parce que vraiment, ça fait partie de l'intrigue. Même de nos jours, la solution est là, à nos soucis, à tous. Mais tout le monde s'en fiche, parce que on rejette ça, mais d'une manière vraiment condescendante, alors que en regardant de plus près, vraiment, personnellement, je pense que c'est la voie à suivre pour nous, en tant qu'Algériens. Et vous faites référence à l'immigration, à plein de choses, en fait, à plein d'interrogations, à plein de fléaux sociaux. Bien sûr, oui. Ça pousse donc le lecteur à la réflexion, Exactement. Voilà. Donc, et chacun peut l'interpréter comme il veut. C'est exactement ça. C'est ça. Bien sûr, parce que en fait, l'originalité de ce roman. Donc chacun peut l'interpréter à sa manière. Vous savez, moi, personnellement, en tant que lecteur, je n'aime pas qu'un livre m'impose ses réponses. Je n'aime pas lire un livre qui va me dire, voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est réducteur, c'est insultant. C'est assez ouvert, donc vous laissez... C'est réducteur, je trouve que c'est insultant envers le lecteur. Je préfère explorer les choses, explorer certains thèmes, avec un certain détachement, avec un certain humour, tout en prenant au sérieux les thématiques abordées, et vraiment laisser le lecteur à sa propre interprétation. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, ils ne le sont pas. Il faut ouvrir le dialogue avec eux. Si un livre ne peut pas ouvrir un dialogue, il n'y a pas grand-chose dans le monde qui pourrait le faire, vous voyez. C'est pas. Donc oui, je n'impose rien. Même la fin est un petit peu ouverte. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de réactions vis-à-vis de la fin, et elles sont très diverses. Et j'étais aux anges. Parce que tout le monde n'a pas compris la même chose. Voilà, j'étais vraiment très heureux que ce soit le cas, que ce soit comme ça. Très bien. Oui. Ça, c'est pour le personnage de Mahdi. Bon, Oui. j'aimerais qu'on parle aussi du personnage de Hiba. Et puis de Sawan. Allez, on va le prononcer à la française. Hiba, bon, elle s'appelle comme ça parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui est un peu plus jeune que les deux garçons, qui va venir un peu dynamiser le groupe, leur apporter un petit peu plus de gaieté. C'est un cadeau. Hiba en arabe, c'est un présent. C'est un cadeau. Même les noms des personnages ne sont pas choisis. Bien sûr, c'est pas au hasard. C'est pas par hasard. Tout est bien étudié. Il le faut. Il le faut. Je suis désolé. Voilà. Dans ma vie en tant que graphiste, dans ma vie en tant que je suis quelqu'un de perfectionniste. Ça se ressent dans. J'espère bien. Oui, non, mais franchement, écrire à l'arrache, ça me ressemble pas. Travailler à l'arrache non plus. J'espère vraiment que ça se ressentira à la lecture. Donc, focaliser surtout sur les détails. Oui, les détails sont importants. Dieu est dans les détails, c'est une expression, voilà. Et donc, voilà, Sawan, c'est un peu. En fait, si on regarde bien les personnages et comment ils sont traités caractériellement, on peut avancer l'hypothèse que ces trois personnages ne sont qu'un seul et même personnage. C'est différentes composantes, différentes facettes. Où n'importe quel lecteur pourra se reconnaître. Parce que, vous savez, l'identification, c'est important quand on lit. Il ne s'agit pas de brosser le lecteur dans le sens du poil, mais il s'agit surtout il s'agit pour le lecteur d'être en mesure
de se mettre à la place du protagoniste ou du héros, de se dire, tiens, à sa place, qu'est-ce que je ferais? Tiens, j'ai les mêmes interrogations, tiens, c'est vrai que je me suis posé ces questions, j'ai pas de réponse, tiens, voilà. Donc oui, travailler ces personnages, c'est vraiment un aspect d'une importance capitale quand on écrit. Donc vous m'avez dit tout à l'heure hors antenne que vous écriviez depuis votre plus jeune âge, depuis votre adolescence. Oui. Et puis donc est-ce que ce roman a débuté, est né justement à cette époque-là? Après vous l'avez bien... Il n'est pas né à l'adolescence, mais il est né il y a quelque temps quand même, ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je pensais pas du tout publier, je pensais que j'écrivais pour le plaisir, pour moi, comme ça. J'ai des idées comme ça sur mon disque dur. Je fais des petites structures, je prends des notes. Il s'est avéré que quand cet ami, pour la nommer, Amina Mekahli, qui est romancière aussi, poétesse, a lu quelques-uns de mes écrits, m'a encouragé à aller de l'avant. Et vous avez réuni tous ces écrits-là? J'ai pris une structure qui était plus ou moins aboutie et je l'ai continuée. Je l'ai continuée, ça a donné Pupille, et voilà, et puis je suis content. Je suis content de l'aboutissement de la chose. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait? Oui, un extrait. Oui, attendez. On peut, donc, par exemple... Pupille, paru chez les éditions ANEP et qu'on retrouvera justement durant le Salon international du livre d'Alger. Vous allez le présenter. Je vais être présent le vendredi 27 octobre à partir de 14h. Voilà. Donc, bon, d'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait. Là, c'est peu après l'arrivée de Mahdi au Nouveau Maghreb. Il se fait agresser par des petits voyous oisifs. Vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis. Alors je commence, voilà. C'est toi, El Gaouli? Mahdi ne répond pas. Il est déstabilisé et ne sait pas quoi faire. Il a déjà été braqué 3 fois en Occident et il reconnaît la situation. Il n'a pas grand-chose en poche et craint de se faire tabasser par des voleurs frustrés de butin. Il panique et bégaye quelques mots. Je n'ai rien, juste de la monnaie. Un sbire le saisit par derrière et lui plaque les bras le long du corps. Les amandes qu'il avait achetées se répandent par terre. Le chef le toise de bas en haut, puis le gifle violemment, lui arrachant un cri. Ce qu'ignorait Mahdi, c'est que ces vauriens n'avaient pas pour projet de lui subtiliser quoi que ce soit. La punition pour le vol au Nouveau Maghreb était l'amputation séance tenante de la main, comme l'exige la charia. La délinquance avait été quasiment éradiquée par cette nouvelle mesure, mais bien sûr le vol défini par la loi était un vol primaire, basique, l'action physique de prendre possession de ce qui n'était pas à soi. Les escrocs, les banquiers, les criminels en turban blanc qui trouvaient toujours des moyens subtils de contourner les lois de Dieu et des hommes n'étaient nullement inquiétés. Des fonds détournés, un placement habile qui, avec la volonté d'Allah, va fructifier et créer des emplois. La prévarication, la fiabilité et la confiance sont des choses qui s'acquièrent tout au long d'une vie, et Allah récompense l'amitié sincère et productive. Tout problème avait une solution religieuse indiscutable qui éloignait la justice des poignets de ceux qui sont censés la rendre. Non, les voyous ne voulaient pas risquer de perdre leurs mains pour quelques malheureux sous. En revanche, rudoyer un occidental fraîchement débarqué était une autre affaire. S'ils se font prendre, ils pourront piocher un quelconque prétexte dans la coupe de l'irrespect. Un muezzin ignoré, une sœur reluquée, une chanson fredonnée, tout était bon pour molester un impie. Voilà, fin de l'extrait. Donc ça n'a pas changé depuis. Ça n'a pas changé, c'est peut-être un peu pire parce que maintenant la loi appliquée protège ce genre de violence. On peut invoquer un prétexte, violenter quelqu'un et ne pas se faire inquiéter par la loi. C'est-à-dire c'est pas encore le cas chez nous maintenant, heureusement, mais je pense qu'on y va allègrement, on fonce droit dans le mur, quoi. Donc vous traitez certains sujets, mais à travers ces personnages-là. Oui. Donc c'est des petits, on va dire, clin d'œil, je ne sais pas, peut-être pour interpeller justement le lecteur. C'est pas des clins d'œil, c'est pour interpeller le lecteur sur certains fléaux sociaux. Et à travers ces personnages-là, vous les faites... En fait, l'extrait que je viens de lire là, il fait partie de l'intrigue centrale. Mais c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a, tout au long du roman, des petits... des interludes, j'appelle ça. Les interludes. Voilà, j'ai appelé ça des interludes. C'est... en fait, c'est des petits retours, si vous voulez, vers l'Union occidentale pour voir ce qui se passe entre-temps.
quand Mahdi retourne au Nouveau Maghreb. C'est des petits flashs vers des personnages secondaires. Un aller-retour entre le passé et le présent? Non, pas le passé et le présent, c'est juste Le ce qui se Maghreb, passe voilà, en même temps. l'Occident. Voilà. Et des petits clins d'œil vers des personnages secondaires, voir ce qui se passe autour dans ce monde-là. Voir ce qui vraiment, c'est-à-dire, c'est pas vu uniquement à travers les yeux des personnages, vous voyez. Vous avez l'intrigue centrale qui est vue à travers leurs yeux, à travers leur interprétation. Ils sont inquiets quand ils comprennent pas quelque chose. Ils sont voilà, c'est des jeunes, c'est des enfants à la base. Après, c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et bien sûr, il y a toujours, c'est-à-dire que l'univers est dépeint avec une certaine un certain souci du détail qui tue. C'est des situations tout à fait, enfin pour certaines assez banales, mais voilà, qui vont venir apporter un peu de corps à tout ça. Je me contente pas de suivre les personnages centraux. Il y a vraiment vraiment une exploration de ce monde-là tel que je le visualise. C'est pas très optimiste comme vision. C'est pas, ouais, non, c'est pas optimiste. C'est assez négatif. C'est pas optimiste, mais vous voyez, si on remonte 10-15 ans en arrière et qu'on compare l'état des choses avant. Il y a une évolution ou une dégradation? C'est-à-dire que, regardez. Ça, c'est votre vision du monde, votre analyse, votre propre analyse. Et puis, le lecteur aussi, vous offrez au lecteur cette analyse-là. Vous lui permettez d'avoir sa propre opinion. Oui, parce qu'en fait, vous savez, on a un peu trop tendance en Algérie à se regarder, à ne regarder que vers l'intérieur. On se regarde, on écrit sur nous-mêmes, on néglige totalement notre place dans le monde. Et c'est très regrettable. Je sais pas. C'est une ouverture d'esprit, peut-être. Bien sûr, une ouverture de tout, des esprits. Pourquoi ne pas s'ouvrir sur peut-être pas le monde. Je parle pas forcément ni de l'Europe ni il y a des le monde, exactement, oui. C'est-à-dire que nous, on est divisé en deux catégories. Vous avez la catégorie qui regarde du colonisé. Voilà, ici, au Maghreb, on regarde vers l'Europe. Vous avez une partie de la population qui regarde vers l'Europe et une autre qui regarde vers les pays du Golfe. Alors que, je sais pas, on est sur un autre continent, on a une autre culture. On a une autre histoire qui nous permettrait peut-être de regarder ailleurs, mais on ne le fait pas, on ne le fait jamais. On dédaigne ce côté-là et c'est très dommage. Vous parlez du Grand Maghreb, alors que sur la couverture, on retrouve des signes du continent africain. Du continent africain, mais... Quand je dis signes, des éléments. C'est drôle que vous disiez ça, parce qu'en fait, je trouve que ça illustre parfaitement ce que j'ai dit. On parle du continent africain en excluant le Maghreb. C'est drôle ça quand même. Je veux dire, on est africain quoi. C'est vrai, c'est dans notre sang. Voilà, on est africain. Il suffit de voyager 500 km vers le sud. Voilà, c'est frappant. C'est vrai que bon. Mais le continent africain n'est pas que le Grand Maghreb. Il y a d'autres pays. Ça, il faudra peut-être lire parce que ça fait partie de. J'ai peut-être pas dévoilé ces aspects-là. C'est plus intéressant. Mais voilà, c'est. Je trouve ça ridicule que. En tant qu'Africain, en tant que pays colonisé par la grande vague de colonisation européenne, on rejette cet aspect de notre identité. Voilà, je trouve ça très important. Ouais, je trouve ça vraiment très. C'est le berceau de l'humanité. Non seulement ça, mais je veux dire, on essaie de se trouver des lieux communs, des points de rapprochement avec des continents, des pays, des cultures qui ne sont pas les nôtres. Alors qu'on a un très très beau continent. Voilà, alors on a un très beau continent, on a une histoire commune, on a plein de butins de guerre, qu'ils soient culturels, qu'ils soient linguistiques, au lieu d'en prendre parti, au lieu de mettre tout ça en commun et d'avancer ensemble, on rejette des gens qui nous ressemblent. Et moi je trouve ça ridicule, lamentable. Voilà, moi c'est ma vision personnelle, après je l'impose à personne, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement.
Très bien. Voilà. Riyad Hadir, donc vous êtes l'auteur du roman Pupis paru chez les éditions Alep et qu'on retrouvera durant cette 22e édition du Salon international du livre d'Alger. Restez en notre compagnie pour parler encore de Pupis, votre premier roman. Dans cet ouvrage, il y a beaucoup d'anticipation. Vous parlez du futur des générations, donc des nouvelles générations, de leur vision. Et puis c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent dans la littérature algérienne. Oui, ça a été fait à quelques reprises. Ça a été fait, mais c'était plutôt des déplacements comme ça dans le temps. En fait, en tant que lecteur, moi je suis un fan inconditionnel de littérature de science-fiction qui est même en Occident, ça a été considéré comme un sous-genre littéraire jusqu'à très récemment. Faut pas croire. Vous demandez à des gens comme ça, à des gens du quotidien, vous leur dites science-fiction, ils vont penser cinéma, ils vont pas penser littérature. Alors qu'il y a des œuvres phénoménales dans tous les genres, sous-genres. Vous savez, moi j'aime pas ces appellations-là. Mais on va dire l'anticipation, science-fiction en général, il y a vraiment des œuvres phénoménales. Dans le sens où je sais pas. Ça existait, Jules Verne a anticipé. Bien sûr, voilà, depuis Jules Verne, mais en fait, quand ça a éclaté, quand c'est vraiment devenu un genre à part entière, c'est vrai que c'était un petit peu dénigré. Dans les pays anglo-saxons, les pays européens, c'était un petit peu. C'était une littérature pour un public niche, un petit peu. Bon, avec le temps, ça aurait dû s'améliorer, mais c'est vrai. Avec les nouvelles technologies, je pense que ça va. Voilà, je pourrais raconter des anecdotes pendant des heures là-dessus. Bon, je vais pas le faire, mais non, mais voilà, moi je trouve que c'est un genre. Ça fait rêver. C'est un genre, oui, c'est un genre très vaste, c'est un genre qui se prête parfaitement à l'exploration sociale, à la satire, parce que ça fournit à l'auteur le détachement nécessaire pour traiter de certains aspects sociaux, des fois politiques, des fois religieux, des fois, mais à sa manière. Un certain détachement qui va faire que le lecteur ne va pas se sentir visé. Le lecteur pourra s'identifier sans trop se sentir agressé. C'est ce qui diffère un peu. C'est ce qui diffère un peu, par exemple, si on écrit un roman purement social qui se déroule dans notre monde avec les aspects du quotidien qu'on connaît. C'est du déjà vu. On lit pour s'évader. Il faut pas se leurrer. Hein. Les seules personnes qui ne lisent pas pour s'évader, je veux dire. Enfin, je parle des romans là. Voilà, on lit pas un roman pour quand on est quand on veut apprendre quelque chose, quand on veut. C'est pour rêver, c'est pour travailler son imagination. Voilà. Et si on peut apprendre quelque chose par la même occasion, tant mieux. C'est pour ça que selon moi, quelque chose en lisant. Selon moi, c'est un genre qui se prête parfaitement à cet exercice-là, le traitement d'un aspect social. Par la satire, en ce qui concerne Pupis, parce que c'est un peu satirique. C'est vrai qu'il y a des passages un peu drôles, un peu acides, qui seraient peut-être plus mal passés s'ils avaient été situés dans notre monde actuel. Les gens se seraient sentis peut-être un peu trop visés. Là maintenant, avec le détachement Hadak, je pense qu'on peut en parler avec le sourire. En se disant, oui, tiens, c'est vrai que ça ressemble à ma vie de tous les jours. Voilà, c'est ridicule. Voilà, donc dans la littérature algérienne, c'est vrai que c'est un genre qui est pas abordé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il est méprisé. Je ne sais pas si. Qu'avec la nouvelle génération d'auteurs. Oui. Il y a ces jeunes auteurs qui. Oui, il y a des jeunes auteurs qui s'y intéressent très particulièrement. Ça va changer peut-être. J'espère bien. J'espère bien. Surtout si c'est. Il y a Fatir qui s'y prête. Surtout si c'est abordé intelligemment, parce que en fait, la science-fiction, il s'agit de la comprendre d'abord. C'est pas. Il faut pas juste intégrer deux, trois aspects futuristes, deux, trois inventions farfelues, et voilà. Non, c'est pas de la SF, ça. Il faut que ça soit cohérent. Ouais, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit travaillé, il faut que ce soit
vous savez, à bien des égards, c'est le genre littéraire le plus proche, alors qu'il est méprisé, le plus proche du réalisme magique sud-américain. C'est-à-dire qu'on part vers des terrains fantastiques, vers des terrains un peu surréalistes, vers des terrains qui ne sont pas ancrés dans la réalité, qui ne nous ressemblent pas, pour explorer et pour expliquer aussi des ressentis du quotidien, parfaitement humains, parfaitement. Donc oui, c'était tout naturel pour moi de me tourner vers ce genre-là. J'ai pas réfléchi deux fois, quoi. Voilà. Donc, ça c'est pour le roman. Oui. Donc, quand on débute justement l'écriture, on va vers les nouvelles, on va pas directement vers le roman. Pourquoi ce choix? C'est plus facile une nouvelle. C'est plus facile. C'est plus facile, mais où est-ce que vous allez publier une nouvelle? Est-ce qu'on a un concours. Oui, mais un concours, mais qui va la lire? Dans un requil. Un recueil, mais voilà, je sais pas, moi, Je veux dire, en fait, il y a un truc qui manque. Généralement, les jeunes auteurs débutent par les nouvelles. Vous avez débuté il y a un truc qui manque cruellement dans notre pays, c'est les magazines purement littéraires. C'est-à-dire où on va... La revue Livresque, oui, mais il y en a un. Il y en a un. C'est vrai que ça manque. Des magazines littéraires où on peut publier une nouvelle, où des auteurs peuvent envoyer des nouvelles. Voilà. Où on peut publier. Voilà, qui encourage les jeunes auteurs. Qui les font connaître. Voilà, il y en a pas. Il y en a pas parce que déjà le magazine est un média qu'on néglige dans notre pays. Il faut pas oublier ça. Voilà, c'est regrettable. Donc, commencer par une nouvelle, si on cherche à être lu, hein, pas si on cherche à remporter des prix ou à se faire ouvrir des portes. Commencer par une nouvelle, c'est peut-être plus difficile que de commencer par un roman, à bien des égards. Et puis, des nouvelles, j'en ai aussi dans mes tiroirs. Un jour, peut-être qu'il y en aura assez pour faire un recueil. Mais voilà, si c'est des recueils qui englobent plusieurs auteurs... Et vous penchez beaucoup plus vers... C'est compliqué ici. Vous penchez beaucoup plus vers le roman, vous êtes plus à l'aise. Je suis plus à l'aise, et puis aussi, comme peuvent le constater vos auditeurs depuis tout à l'heure, je parle beaucoup. Et en fait, dans la vie, dans la vie, je parle pas du tout, mais j'écris beaucoup. Et j'aime bien rentrer dans les détails, j'aime bien. Voilà, le sujet de Pupille s'est prêté au roman tout naturellement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas réfléchi, j'ai pas réfléchi à ces considérations-là. J'ai pas pensé à l'après. Ça s'est fait spontanément. Je me suis dit, je vais écrire, et puis voilà. Tiens, c'est un roman. Bah voilà. Est-ce qu'on aura une suite de Pupille, puisque la fin est ouverte, chacun peut l'interpréter à sa manière. Chaque lecteur peut interpréter Pupille à sa manière. Elle est ouverte s'y retrouver à l'interprétation, mais je pense pas qu'il y aura une suite parce que, en fait, bon, l'arc narratif qui concerne l'arc central qui concerne les personnages principaux, il est fini, il est bouclé, voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'univers mérite d'être exploré. C'est un univers que j'aime beaucoup. Alors un jour, pourquoi pas, je sais pas, sous une autre forme peut-être. Mais réécrire un roman, une suite, quasiment, je pense pas. Mais peut-être sous forme de nouvelle, je sais pas, je verrai bien. C'est un univers que j'aime beaucoup, oui. Déjà entamé d'autres travaux différents? Oui, j'ai entamé l'écriture d'un autre roman. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va paraître. Je le présenterai quand il sera fini. C'est-à-dire que les thématiques traitées sont très voisines, mais le genre et le style, j'ai essayé de m'imposer des difficultés. C'est très facile en fait. Je le remarque parce que bon, je suis un lecteur chevronné, je le remarque un peu chez plusieurs auteurs, même des auteurs que j'aime bien. C'est très facile de se reposer sur ses lauriers, de réécrire la même chose à chaque fois, à peu de choses près. Vous voulez changer de style? Je suis parti vers autre chose. Je vais peut-être pas dire pourquoi maintenant. Je vais attendre de le finir pour en parler. Mais voilà, c'est intéressant. C'est vraiment... Je l'apprendrai à personne en disant que c'est vraiment jouissif. C'est vraiment... c'est très agréable de... Voilà, surtout pour quelqu'un qui est... moi, je suis quelqu'un de très casanier, j'ai pas une vie sociale... extraordinaire, donc voilà. Vous vous exprimez à travers votre plume. Voilà, moi ça me rend heureux, pour employer une expression un peu
un peu niaise, ça me rend heureux. Donc je continue. Est-ce qu'on peut Lire un autre extrait? Oui. Oui, bah Comme écoutez, ça, pour comme on a donner lu, un aperçu à nos bien sûr, auditeurs, comme on a qui parlé peuvent vous rencontrer, je le rappelle, ce vendredi, donc Vendredi 27 octobre, au niveau des stands de stand de la la NEP, NEP, oui. votre éditeur. En fait, voilà, on dit vers 14 h. Donc, comme on a tout à l'heure parlé de Mahdi en union au Nouveau Maghreb, et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des petits retours là pour voir un peu comment ça se passe, là on va parler d'un personnage qui s'appelle David. David Darbanville, qui est un mania de la presse et de l'info en Union occidentale. Et on va un peu raconter sa journée, très brièvement. Donc Alors, c'est des personnages que vous avez imaginés Oui. au fur et à mesure de l'écriture. Non, en fait, non, ça fonctionne un peu différemment, en fait. Pour moi, en tout cas. Quand je commence, je fais des... bon, la trame est tracée, la structure du roman est faite, j'essaie de chapitrer le tout. Je fais des fiches de personnages avec leur caractère, leur particularité physique, leur... Ouais, non, c'est... C'est assez graphique. Exactement, ouais, je pense que c'est une déformation professionnelle. J'ai besoin de visualiser les choses pour... Oui, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, après. Voilà. Donc David... voilà, donc je vais commencer l'extrait. David commence sa journée par un ineffable rituel. Envoyer des courriers de remerciement à différentes personnes. Il peut s'agir d'invités de l'émission du soir précédent, de partenaires financiers, ou même de l'assistante qui a été assez hardie pour passer une petite demi-heure de détente avec lui dans son bureau avant un enregistrement. Il aimait différer cette opération au matin suivant car cela entraînait une distance qu'il jugeait saillante, et lui évitait par la même occasion d'agir trop spontanément. Grave erreur dans le métier. Il enchaîne par la lecture attentive des courriers de ses mécènes professionnels, notamment de grandes figures médiatiques aujourd'hui retirées de la vie publique, mais avec lesquelles il entretient des relations cordiales et quasi filiales. Sans leur adoubement, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il serait peut-être dans la salle de rédaction à se morfondre avec les autres larbins de l'information, ou pire, un journaliste indépendant. Ces courriers, toujours d'apparence anodine, cachaient en fait presque toujours des requêtes, des rappels à l'ordre, voire des sommations auxquelles il obéissait aveuglément. Aujourd'hui, par exemple, il décèle chez eux une frustration quant à son insistance à parler du mythe de l'Afrique. Il comprend qu'il doit laisser les théories conspirationnistes de côté et aiguiller l'information sur le danger réel que représente la Chine avec son expansion territoriale dans le reste de l'Asie. Il décide séance tenante d'envoyer une directive à la rédaction, courte mais limpide. La Chine, un danger venu d'Orient, tenant et aboutissant d'une conquête fulgurante. Très bien. Voilà, c'était un extrait de votre roman Pupi qu'on retrouvera donc au Salon international du livre d'Alger dans sa 22e édition au niveau du stand de la NEP, votre éditeur. Tout à fait. Riyad Khadir, je voudrais vous poser une question par rapport au prix Mohamed Dib. Oui. Donc vous avez participé à ce concours. Oui. C'était l'année dernière, 2016. L'année dernière. Oui. Qu'est-ce que justement ce concours vous a apporté dans votre passion? Je ne vais pas dire carrière parce que c'est avant tout une passion. En fait, comme toutes les personnes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a des tas, toutes les personnes qui écrivent seules dans leur coin comme ça pour se faire plaisir, j'avais peur de faire lire. À mon entourage, déjà, j'avais peur de faire lire. Alors, vous imaginez un parterre de professionnels, un jury. Mais bon, j'ai été encouragé de la bonne façon. J'ai décidé de le faire parce que, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce que ça va me coûter? Et je me retrouve finaliste. J'étais très surpris de me retrouver comme ça, finaliste, avec des illustres journalistes, des romanciers de carrière. Voilà, c'était très agréable et très encourageant aussi. C'était vraiment un tournant, oui. C'était un tournant parce que j'aurais pu continuer comme ça à écrire des choses, à ne pas les finir, rien que pour mon petit plaisir personnel. Mais là, oui, non. Est-ce que ça vous a apporté un peu plus de confiance Oui, de confiance en mon travail, oui, parce qu'en fait, je pensais à tort qu'il fallait être issu d'un certain milieu pour pouvoir publier, alors qu'en fait, non. Il suffit de sauter le pas, voilà. Et j'étais très agréablement aussi surpris par l'accueil qu'on m'a fait au niveau de l'association de la Grande Maison à Tlemcen. C'est les organisateurs du prix littéraire Mohamed Dib.
certains jurés sont venus me parler du roman. C'était extrêmement agréable, c'était extrêmement encourageant. C'est à partir de là que vous avez décidé de le Oui, bah, publier. écoutez, après, forcément, j'ai proposé mon manuscrit à l'éditeur et ça s'est fait, hein, le plus naturellement du monde. C'est voilà, donc oui, mon seul regret dans cette histoire-là, c'est de pas l'avoir fait avant. C'est drôle, hein, ouais, j'aurais dû faire ça avant peut-être. Mais non, il faut pas avoir peur de prendre des risques dans la vie. Il faut pas sous-estimer. Je pense, ouais. Ça m'a apporté beaucoup plus de confiance en moi et de confiance en l'avenir. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes auteurs comme vous qui n'étaient pas forcément, qui ne sont pas, enfin, qui... J'ai discuté avec avec des tas de jeunes comme ça qui écrivent, que j'ai essayé d'encourager à ma manière. Je ne sais pas s'ils m'ont écouté ou pas. Parce que vous savez, moi-même j'ai été encouragé. Pourquoi arrêter? Parce que c'est vrai qu'on a cette tendance ici, dans certains milieux, à décourager la concurrence. Oui. Franchement, c'est un truc qui me débecte, pour utiliser une expression un peu... Voilà. Au contraire, allez-y, écrivez. Si vous avez des textes dans vos tiroirs, publiez-les, faites-les lire, proposez-les. Bon, déposez-les, hein, parce qu'il n'y a pas que des bisounours dans le monde. Il y a plein de concours aussi. Il y a des gens mal intentionnés. Déposez-les. Littéraire, il n'y a pas que. Exactement, il y a beaucoup le de prix de Mohammadi. On peut les proposer à la publication. Voilà. Ce qui manque, c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça manque un peu de publications littéraires où on peut publier des nouvelles, où on peut... Vous savez, des gens... Bon, moi, je travaille en tant que graphiste en freelance. Ça me laisse un emploi du temps très flexible. Je peux utiliser mon temps comme je veux. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des heures de bureau, qui ont des obligations, qui ne peuvent pas écrire, qui peuvent pas se consacrer à un roman, mais qui aimeraient bien publier une nouvelle. Ce serait vraiment ce serait agréable d'avoir des publications comme ça, des magazines, ou même des publications sur le net, hein, où on peut se faire lire, on peut se faire connaître, se faire encourager tout simplement, pourquoi pas. Ce serait beaucoup plus ce serait beaucoup plus productif en fait pour le paysage littéraire algérien. Est-ce que vous avez songé à présenter votre livre en dehors, enfin, dans d'autres wilayas déjà ici, en Algérie, et puis en dehors du pays, pourquoi pas? Oui, dans d'autres wilayas, oui, ça va se faire. C'est juste avant là, après le SILA, parce qu'en fait, il est sorti en septembre dernier, donc c'est encore tout frais. Mais il a le temps, hein. Vous savez, la vie d'un livre, elle se fait pas, c'est pas le jour de sa sortie, c'est pas comme un film ou comme... On peut Quel est l'événement, Augustin, auquel vous voudriez participer, présenter votre livre? L'événement. Un événement qui vous tient vraiment à cœur. Un événement. J'aimerais beaucoup, c'est pas vraiment un événement, mais j'aimerais beaucoup présenter votre livre. Le présenter débattre avec le maximum de pays africains. Voilà. Ça, j'aimerais bien. Parce que c'est très facile je sais pas, c'est très facile de dire « Ah tiens, j'ai été publié à l'étranger. » Oui, mais est-ce que tu as été publié en Afrique? Ça me chagrine un peu. Le traduire dans d'autres langues, pourquoi pas? Le traduire aussi, oui. Mais j'aimerais vraiment beaucoup le présenter dans d'autres pays africains. Ce serait vraiment... ce serait un aspect qui me rendrait très heureux. Voilà. Voilà. Une dernière question par rapport à la littérature. Comment qualifiez-vous aujourd'hui la littérature algérienne, puisqu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'essais, beaucoup de romans, de nouvelles? Je vais peut-être me garder d'émettre des critiques parce que j'estime qu'une fois qu'on intègre un milieu, on n'a plus le droit de le critiquer, je pense. Peut-être, je sais pas. J'ai pas envie de commettre un impair non plus. Mais en ce qui concerne les jeunes, oui, il vaut mieux se planter quand on est jeune que plus tard. Donc, écrivez, publiez, plantez-vous s'il le faut. Mais vous êtes jeune, ça fait rien. Vous pouvez recommencer. L'édition est un problème que rencontrent de nombreux jeunes écrivains. Quel est le conseil à leur donner aujourd'hui? C'est un peu le premier obstacle auquel sont confrontés les jeunes auteurs. Avant de présenter Pupi au prix Mohamed Dib, j'avais parlé, avant qu'on m'encourage à le faire,
quand on parle d'édition comme ça, avec des amis, avec des gens, même des gens du milieu, hein, on s'évertue à vous décourager. C'est dingue. On te dit non, mais attends, c'est difficile, c'est compliqué, alors qu'il n'y a rien de plus facile. Je vous assure que c'est passé très vite, ça s'est fait très très vite et très agréablement en plus. Vous êtes parti chez les éditions sur un app, en présentant un manuscrit le plus naturellement du monde, voilà, il a prouvé. Et voilà, c'est. Je veux dire, c'est pas sorcier, quoi. Il faut juste y aller. Il faut juste y aller. Il faut prendre son courage à deux mains. Faut pas présenter n'importe quoi non plus. Faut bosser, quoi. Est-ce qu'il faut passer par un concours avant d'aller vers un éditeur? Non, pas obligatoirement. Moi, il se trouve que c'est ce que j'ai fait, mais ça aurait pu se faire autrement, je pense. Pourquoi pas? Voilà, les éditeurs sont là, ils travaillent, et il faut aller les trouver. Il faut aller les voir, voilà. Très bien. On finit avec un petit extrait? Oui, écoutez, vu qu'on a fait l'Europe, on va aller voir. Alors, cet extrait-là, je vais dire ni où ni quand il se déroule. D'accord, mais il est intéressant, voilà. Allez-y. Ok. Sharif Kaoudina est un homme heureux. Assis en compagnie de ses camarades dans la benne du pick-up tout-terrain, il savoure les fruits d'une longue journée de labeur. La brise du soir rafraîchit ses tempes humides et soulage un peu la souffrance des longues journées passées sous le soleil écrasant. Une fois rentré au camp, il ferait ses ablutions au sable car l'eau est rare et précieuse, et prierait fiévreusement pour que la journée du lendemain soit aussi productive et fructueuse que celle qui vient de se terminer. Dans le convoi, d'autres hommes dans d'autres véhicules exultent malgré la fatigue. Ils arborent les fiers sourires de ceux qui ont accompli leur devoir envers et contre tout, sans sortir du droit chemin. Sharif Kaoudina se redresse et brandit sa machette ensanglantée au-dessus de sa tête, avant de se joindre au vivat fervent et enthousiaste qui s'élève dans la cohue. Au loin s'élève une épaisse fumée noire, fruit d'un brasier de cadavres et de débris agrémentés de vieux pneus, par souci d'efficacité sans doute. À la queue du convoi, un camion à bestiaux est chargé de jeunes femmes et d'enfants. Les plus jeunes pleurent, les plus matures se réfugient dans un désespoir digne et muet, appris sur ces terres qui ne sont pas les leurs, mais qui ne leur ont jamais vraiment appartenu. Plus tard, après les ablutions, après les prières, cette terre leur sera davantage arrachée par le biais de la chair, de la peau et des larmes, voire du sang pour les moins dociles. Sharif Kaoudina est un homme heureux. Point. Merci, Riyad Hatir. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur du roman Pipi, que vous avez présenté ici sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Vous serez présent au Salon international du livre d'Alger. Ça sera le vendredi 27 au niveau du stand de l'ANEP. À partir de 14h. À partir de 14h. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir à tous ceux qui nous ont permis de faire cette émission. Anaïma qui était à la console technique, à Nesrine à la régie d'antenne. Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi, même heure, même station. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.